3, 2, 1. Bonjour chers amis de l'athlétisme qui suivaient les 20e mondiaux indoor de Nanjing. Bonjour Guillaume sur place. Bonjour à tous, salut Michel, une dernière fois depuis Nanjing. On est le dimanche 23 mars 2025, après la troisième et dernière journée de championnat, avec 2 médailles supplémentaires pour la Suisse, pour un total de 4 médailles helvétiques. Comment on fait? Est-ce qu'on reprend dans l'ordre? C'est toi le chef. C'est moi le chef. Ah bah bonne nouvelle. Matinée historique pour la Suisse, concours de longueur avec la sympathique grisonne Annick Kellin et son papa qu'on a vu à la télévision pour une médaille. On pensait d'abord de bronze et finalement d'argent. C'était comment de tout près? Tu les as suivis? C'est une jolie équipe. Annick et son papa, ils forment un bon duo. Lui, très appliqué, très concentré, qui filme tous les sauts, qui analyse, qui parle pas beaucoup. Et elle, avec son énergie sur la piste d'élan est dans le sable. Et puis, ils avaient bien réussi à Apeldoorn et ils ont bien réussi une nouvelle fois. Avec dans la tête quelque part, c'était possible de gagner, mais avec un immense bonheur d'avoir une première médaille mondiale pour Annick, qui en plus n'est pas une sauteuse en longueur, mais une heptathlète. Ouais, une spécialiste multiple, médaillée d'argent à Apeldoorn, médaillée d'argent de nouveau au championnat du monde, avec son papa, son médecin de papa, entraîneur de papa, ancien joueur de tennis de bon niveau. Elle termine deuxième avec, combien c'était? 6,83 m. Elle était troisième avec 6,66 m. Et on a entendu sur le live stream, juste avant le dernier essai, elle a dit à son papa, bon là je vais tout mettre. Elle passe à 6,83 m, quand même relativement loin, à 13 cm de la médaillée d'or Claire Bryant des États-Unis qui a battu son record. Et donc devant, elle reprend la deuxième place de Fatima Diamé, l'Espagnole, qui récolte le bronze avec 6,72 m. On a vu ton reel partagé avec Swiss Athletics. Ils sont comment avant la compétition? Ils étaient, au vu des circonstances, relativement détendus. Je suis allé les chercher à l'hôtel ce matin. C'est le papa qui est arrivé d'abord, toujours très sympathique, et puis Annick 5 minutes plus tard, avec un grand sourire. Je sais pas si vous avez déjà vu les athlètes se préparer avant un championnat du monde, mais il y en a qui ont le sourire, mais c'est pas le cas de tous. Effectivement. Et il y en a un, donc félicitations à l'équipe des Kellin. Il y en a un qui est... Annick, un truc intéressant peut-être, vous l'avez pas entendu à l'interview parce que c'était dans le reel que j'ai fait pour Swiss Athletics, c'était en suisse allemand. Mais Annick, quand je lui ai dit, ça veut dire que maintenant tu es une sauteuse en longueur et plus une heptathlète, elle a immédiatement répondu, oulala, ça c'est quelque chose qu'il faudra corriger dès cet été. Retour à l'heptathlon donc pour cet été. Dani Kellin, elle a dit aussi d'ailleurs à l'interview qu'elle avait eu des pépins physiques. Alors, c'est toujours extrêmement difficile. L'athlétisme, on sait à quel point ça se joue sur des riens. Et, visiblement, déjà à Apeldoorn, elle avait des problèmes physiques, ce qui a fait qu'elle n'était pas en toute confiance. Et pourtant, elle termine la saison avec un record suisse et 2 médailles d'argent, une européenne et une mondiale. Énorme. Pas la même aubaine et pas le même sourire pour Simon et Amer dans la session du soir. Jour 100 pour le champion du monde et vice-champion d'Europe multiple en indoor. L'Appenzellois, 4e des JO en longueur, doit se contenter de la 9e place avec 7,99 m. Comment il était? Je dois avouer que j'ai pas très bien vu son concours. J'ai vu ses 2 premiers sauts. Après, il y avait plein de choses qui se passaient en même temps et je courais à droite à gauche pour faire des photos et des interviews. J'ai vu d'entrée que ses adversaires avaient commencé fort. Il y a très vite eu 3 hommes autour des 8,30 m. Simon qui a mordu son premier essai. C'est intéressant parce que l'après-midi, le papa d'Annick
Marco m'avait dit ce sera intéressant parce qu'il a des nouvelles chaussures, Simon, qui rendent plus, donc qui sont à vrai dire plus rapides. Il faudra qu'il recule ses marques. Et donc je regardais ça dès le premier essai et en effet il a, comme l'avait prédit Marco, mordu où il est passé à côté de son premier essai, alors que les autres ont commencé très fort. Et c'est vrai que on voit dans ces concours que c'est relativement important ce qui se passe au début pour la confiance de chacun. Ensuite, j'ai plus suivi. J'étais en train de faire une interview en zone mixte. Il est passé derrière. Il a quitté le stade d'un pas, en tout cas dynamique. Est-ce qu'il était furax? C'est l'impression que j'ai eue. Je l'ai juste vu passer derrière, donc je peux pas l'affirmer, mais en tout cas, il est parti rapidement de la salle. Ouais, ça fait 7,92 au deuxième essai, 7,99 au troisième essai. Et c'est nul à la quatrième tentative. Et comme le règlement était qu'on ne gardait plus tout le monde, il a été éliminé pour le cinquième et sixième essai. Victoire dans un concours d'ailleurs extrêmement relevé. Peut-être le plus relevé depuis bien longtemps. Les statisticiens sauront nous informer, volontiers en commentaire. C'est Fourlani, l'Italien, qui gagne avec 8,30. C'est Pinnock, le Jamaïcain, qui fait deuxième avec 8,29. C'est Haddock, l'Australien, qui a impressionné d'emblée dans le concours avec 8,27 m. Et si on regarde, le septième est à 8,13 encore. Et il y a un grand nom qui n'était pas au championnat d'Europe et qui est revenu, il était malade au championnat d'Europe, le multiple champion du monde et champion olympique, Tentoglou, le grec qui part bredouille, cinquième avec 8,14 m. Voilà pour la longueur et voilà pour le côté suisse de la session matinale. Et ensuite, même titre que hier, fin de session historique pour la Suisse avec... après le titre mondial de Mujinga Kamunji hier, la médaille d'argent mondiale in extremis pour Ditaji Kamunji sur 60 mètres. Raconte. Ditaji Kamunji, c'est une Kamunji et c'est assez incroyable. On sait que ce sport est très dur et elle, non seulement elle est capable de sortir à chaque fois une excellente course. Alors forcément, ça peut pas toujours être absolument parfait. Elle était à 2 centièmes du record du monde la dernière fois. Là, elle est à 6 centièmes du record du monde. Mais elle sort toujours la grande course au bon moment. Et puis, elle a aussi cette capacité à faire tourner la chance en sa faveur. Moi, j'ai toujours eu cette impression avec elle. Alors, elle a eu des gros loupés quand elle est tombée en finale des mondiaux à Belgrade ou bien en finale des championnats du monde U20 au Kenya à l'époque où elle était tombée. Mais quand elle franchit la ligne, elle a tendance à avoir fait une bonne course et à faire tourner la chance dans son sens. Ça avait été le cas à Munich où elle avait gratté sa première médaille pour un tout petit centième, ou encore en salle à Istanbul, elle avait de nouveau gagné une médaille pour un tout petit centième. Et là, de nouveau, elle a fait une Ditaji Kamunji, une grosse course au bon moment, du tout meilleur niveau mondial en l'occurrence. Et puis, au moment de passer la ligne, juste le petit truc qui fait la différence, et puis la chance qui lui sourit à elle plutôt qu'aux autres. Ouais, la course extrêmement serrée, c'est la détentrice du record du monde, Dewin Charlton, là-bas, qui défend son titre. En 7,72, on ne l'avait pas vraiment vue cette année. Elle avait fait un SB en quelque chose comme 7,83, je crois, en demi-finale. Elle gagne 1 centième devant Kamunji, qui est en 7,73, donc à 6 centièmes de son temps d'Apeldoorn, et donc à 8 centièmes du record du monde. C'est juste dingue. Kamunji est 1 centième devant Nugent, la Jamaïcaine, Szyszowska, la Polonaise, et Stark, l'Américaine. Donc elle est 1 centième, à vrai dire, devant la médaille en chocolat. Et même plus, ça veut dire 1, 2, 3, 4, la 5e devant la 5e place. Donc in extremis, Kamunji a fait une Kamunji. C'est intéressant de relever, en fait, c'est déjà sa 5e, elle a 22 ans et c'est déjà sa 5e médaille en grands championnats internationaux. C'est la première médaille mondiale pour elle et c'est la 16e médaille internationale élite pour la famille Kamunji. Pourquoi tu rigoles? C'est assez incroyable. Ouais, c'est vrai qu'elle a une telle confiance et une telle
assurance qu'elle a en même temps en partie hérité directement ou reçu directement de sa sœur, qu'on oublie à vrai dire qu'elle a 22 ans et puis que elle pourrait à vrai dire à peu de choses près avant Appledorn elle aurait pu ne jamais avoir gagné de médaille internationale et ce serait même pas choquant pour elle au vu de son âge et de sa non-expérience. Ouais, la confiance qui vient pas seulement de Mujinga mais également des parents. Parents hétérogènes, mais une très belle famille avec des sœurs, un papa africain, une maman bernoise, et beaucoup de sourires et beaucoup d'amour dans la famille, beaucoup de soutien dans tous les moments, qui n'ont pas toujours été faciles pour Kamunji, qui est devenu la star, pour Mujinga, qui est devenu la star de l'athlétisme suisse. Et c'est vrai que chez Ditaji, on a l'impression que ça passe comme une lettre à la poste, même que, comme tu l'as dit, elle a eu droit à ses échecs également. Place aux 800 mètres féminins. Super finale pour Audrey Véro du CA Belfaux. Exceptionnelle et brillante 4e de sa première finale mondiale. Et elle rate le podium pour 1 centième. Et elle est encore sur le podium à quelques centimètres de l'arrivée. Avant le retour in extremis de la Portugaise, la plus intelligente de la course, Patricia Silva, 7e du 1500 mètres à Appledorn, donc finaliste à Appledorn, et qui revient souffler, chipper, piquer, voler la médaille Audrey Véro. C'était comment sur place ? Bon, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses dans cette course très mouvementée. D'abord, effectivement, la course de Silva qui est très impressionnante. Silva qui s'était déjà glissé en demi-finale. Ensuite, qui avait réussi à se glisser alors qu'on n'attendait pas en finale et finalement qui se glisse sur le podium. Finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a rien fait de très particulier, si ce n'est qu'à chaque course, faire une course calme, propre et au meilleur niveau possible pour elle. Ouais, record national. Record national pour elle, une 59-80. Ouais. Ouais, après, forcément, si on fait une course propre, et puis que dans les 100 derniers mètres, il y a l'opportunité d'aller chercher une médaille mondiale à laquelle on avait, à vrai dire, même jamais rêvé, tout d'un coup, les jambes lourdes deviennent un peu moins lourdes, et puis le chrono s'en fait ressentir aussi. Ouais, c'est rigolo. Dans les 50 derniers mètres, elle revient sur Ville-Gauche, la championne d'Europe. Et c'est vrai que Ville-Gauche est à coin, on dirait qu'elle avait plus de jus, et d'ailleurs ça s'est vu aussi sur les premiers tours qu'elle était apparemment moins forte qu'au championnat d'Europe, et qui passe Ville-Gauche et qui revient. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que les Éthiopiennes ont fait une spéciale Éthiopie. C'est Getachew qui était en deuxième position, largement devant la médaille de bronze, et puis qui plie méchamment, et Audrey qui revient, puis à vrai dire, s'il y avait eu 1 mètre de plus, elle aurait dépassé Getachew. Pour le bilan, je dis rapidement. Les Éthiopiennes qui sont parties. Ouais, je fais juste le podium. Prudence Sekogizo qui gagne avec la meilleure performance mondiale de l'année, une 58-40. Course très impressionnante, et je mets un S et à course et à impressionnante. Impressionnante, juste pour une question d'orthographe, devant Nigist Getachew, Éthiopie, une 59-63, record personnel, Silva qui fait une 59-80, record national, et Audrey Véro, une 59-81, record national qu'elle vient piquer à Laure Hoffman. 2-0-0-0-6 quand elle a fait 7e, première non qualifiée pour la finale aux mondiaux de Glasgow 2024. Hoffman qui n'était pas convié à ces championnats du monde. Ouais, ce jour-là à Glasgow, Hoffman était la première non qualifiée et Véro était la deuxième non qualifiée. Et de la série qui a suivi, Hoffman était resté à 1 ou 2 dixièmes du record suisse. Effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette course ? Il y avait une grande favorite, la championne du monde en titre, Goudouma, l'Éthiopienne. Comment tu l'as vue ? Moi, j'ai l'impression que c'était un peu n'importe quoi sa course. Ouais, Getachew est parti vraiment très très fort et a choqué tout le monde. Dougouma, elle aime bien contrôler depuis l'avant. Elle a été surprise non seulement par Getachew, mais aussi par Audrey qui est parti très très vite.
Et si elle acceptait de se mettre en deuxième position, elle a refusé de se mettre en troisième, donc elle a forcé, elle a poussé fort pour repasser devant Audrey. Et visiblement, elle l'a payé plus tard. Ouais, des temps de passage de folie. J'ai noté ceux d'Audrey, c'est 26-9 après au 200, 56-7 au 400, une 28-6 au 600, une 43-8 encore au 700, où elle est troisième, et finalement donc record suisse, une 59-81. Ouais. On a 55 secondes devant, une 26 au 600 mètres. Ouais, très très vite. Très vite. Après, la course d'Audrey, c'est intéressant. C'était une belle course. Et à vrai dire, on en avait discuté hier. C'est un peu son style. Elle a besoin d'être devant. Elle a besoin d'être dans la course pour se sentir bien. Après, c'est vrai que quand ça va aussi vite, il y aurait peut-être la possibilité d'être un pas en retrait, mais en même temps, elle a fait ce qu'elle pensait qu'elle devait faire. Et elle s'est engagée dans cette course. Et puis elle a lutté pour la médaille jusqu'à la ligne. Donc à 21 ans, c'est déjà un sacré exploit. C'est un sacré exploit, effectivement. À 20 ans même. Elle est née le 27 mars 2004, Audrey Verreau. Attention, on a dit une bêtise hier. Enfin, tu as dit, ouais, bientôt 21. Tu as dit une bêtise hier, j'ai corrigé la moitié de la bêtise. Heureusement qu'il y a des gens qui nous écoutent. C'est pas la première finale mondiale d'une Suissesse sur 800 mètres, très clairement. Selina Buchel, en 2014, quatrième à Sopot. Donc c'est la deuxième, quatrième place d'une Suissesse sur 800 mètres dans l'histoire. Et en 2018, à Birmingham, Selina était aussi en finale. Elle avait fait 6e. Merci à PA de nous le rappeler. J'ai un peu honte parce que j'avais moi-même fait l'interview de Selina en zone mixte, qui était ravie d'entrer en finale. On attendait le dénouement dans la zone mixte. On était là quand Selina attendait de savoir si elle allait passer au temps ou non, et qu'elle avait appris qu'elle passait au temps. Exactement. Merci à ceux qui nous corrigent. On en prévoit des podcasts qui seront aussi filmés avec différentes capsules et qui seront moins faits à l'arrache que ceux qu'on fait là, juste après la session, pour partager un peu ce qui se passe. Au niveau international, quelque chose à dire. 11 lots de médailles décernées. J'attendais un énorme Josh Hohe, le champion du monde, finalement américain, a failli se faire battre par Elliott Crestan sur 800 mètres masculin avec un très bon chrono. Oui. Et troisième, Oui, vas-y, continue. Ouais, troisième, l'étonnant Elvin Josué Canillales, qui nous avait impressionné au meeting du Luxembourg en tout début de saison avec un nouveau record national. Et Samuel Chapelle, le champion d'Europe, qui termine quatrième. Comment c'était alors, de ton point de vue? Course de folie des deux Américains qui se sont entretués quasi. C'est ça, Josh Hohe avait un plan de course très simple. C'est celui qu'il avait appliqué quand il avait couru au championnat des États-Unis. C'était partir devant et courir plus vite que tout le monde et passer la ligne devant, ce qui est une assez bonne tactique. Simplement, son compatriote Brandon Miller avait décidé de pas le laisser faire. Alors ça veut dire que même que Josh Hohe est passé en 50 secondes aux 400 mètres, il a quand même forcé pour passer devant lui. Elle a payé cher après. Je crois qu'il finit dernier. En tout cas, il s'est complètement éteint. Mais je pense qu'en même temps, il a pas mal emmerdé Josh Hohe, qui après a dû s'employer effectivement pour résister au retour d'Elliott Crestan. Elliott Crestan qui se présente toujours comme un des tout meilleurs européens, si ce n'est mondiaux, sur 800 mètres. Ouais, mine de rien. Il y en a un qui est plus charismatique que Crestan, Jacob Ingebrigtsen, la grande star de ces championnats, comme c'était déjà le cas au championnat d'Europe, après son succès sur 3000 mètres hier, titre sur 1500 mètres en 3,38, les deux derniers tours en 27 secondes, et en contrôlant le deuxième et troisième, Gourlet l'anglais et Hauser l'américain, et il n'y avait pas d'Africain en finale.
Et c'est très rigolo parce qu'à la fin, à la télé, tu l'as peut-être pas vu, mais il y a Garcia, l'Espagnol, qui fait 8e de la course. Donc, loin du bal, même qui s'était mis dans la foulée de Jacob pendant un moment, qui fait copain-copain avec le maître et qui commence à faire de la moto. Vous savez, Garcia, c'est ce coureur de 800 mètres qui dans la présentation, simule, fait comme s'il était sur une moto. Et puis, Jacob a trouvé ça très, très rigolo et s'est mis à faire la moto après. Alors, une réaction de la part de toi sur Jacob, d'abord sur la piste, après l'arrivée et ensuite à l'interview. Alors, je l'ai pas entendu à l'interview aujourd'hui, mais non, Jacob, c'est la classe. Il arrive à gagner ses courses à chaque fois. Je sais pas combien il a de médailles d'or internationales maintenant, mais ça en fait un sacré paquet. C'est à chaque fois pas facile. Il y a à chaque fois plusieurs candidats qui se verraient bien se payer son scalp. Alors c'est arrivé, mais finalement de manière quand même très très occasionnelle. Et autrement, il arrive à gagner dans différentes configurations. D'abord, sa tactique de base c'était de durcir le rythme depuis l'avant et d'étouffer tout le monde, mais il montre qu'il est aussi capable de gagner des courses qui partent lentement et qui se finissent vite. Et ce qui est beau, c'est qu'il aime la compétition, il aime courir, et en aimant ça, ça lui permet de gagner. Alors après, il est très très fort, mais c'est chaque fois des courses qui sont pas évidentes à gagner et où il arrive la grande majorité du temps à tirer son épingle du jeu. Ouais. On entend dans ta voix et dans ce que tu dis que tu es un amoureux de Jacob Ingebrigtsen. Il y en a qui le détestent. J'ai vu moi la course de hier avec mes parents et ma maman était irritée alors qu'elle connaît pas très très bien l'athlétisme. Elle a, grâce à mon papa, l'occasion de voir beaucoup de meetings. Elle était irritée, mais dès le début, par son attitude. Donc, promis, on fera un podcast sur pour ou contre Jacob Ingebrigtsen. Qu'est-ce qu'un héros? Qu'est-ce qu'un grand athlète? Ça sera la question. Et on fera un autre podcast qui sera très intéressant avec des spécialistes sur la confiance. J'ai l'impression que c'est le maître mot de notre sport, et pas que de notre sport comme école de vie, donc maître mot dans toute la vie, dans un système et un monde qui est pas toujours facile. 1500 mètres féminin de folie, Gustav Tsegay qui part comme un avion de 0,3 aux 800 mètres. Qu'est-ce que tu as pensé? Elle gagne devant Diribe Velteji et Georgia Hunter-Bell, la malheureuse 4e d'Apeldoorn qui avait les pattes coupées à 20 mètres de l'arrivée, qui vient chercher la médaille de bronze. Elle était comment cette course sur place? Bon les rares médias non chinois qui sont sur place sont anglophones, donc il y avait toute une excitation pour savoir ce que Heather McLean, qui avait pas été loin du podium à Glasgow, ou Sinclair Johnson, qui est aussi une des meilleures coureuses américaine du moment, ou encore Georgia Bell, qui est médaillée olympique, allaient réussir à faire. Est-ce qu'elles allaient réussir à inquiéter Gustav Tsegay? Et puis avec une tactique bien à elle, on peut dire que Gustav a déclassé la concurrence. C'était particulièrement visible dans cette course plus que dans toute autre. Il y a personne qui a pu suivre. Et puis elle a eu beau ralentir, elle a couru 3,54 tout seul depuis l'avant, et il y a jamais personne qui a eu aucune chance. Donc autant ça s'est arrivé qu'elle se plante avec ce genre de tactique. Là, elle a bien montré qui était la patronne. J'en connais qui diraient qu'elle était remontée comme un coucou. Diribe Velteji, y compris face à son adversaire Diribe Velteji, ouais, qui est une très très bonne athlète et qui est une des athlètes engagées dans le tout nouveau circuit extrêmement lucratif du Grand Slam Track, qui est donc une des athlètes africaines pimpées et que les gens voient s'intégrer dans le système mondial. Et là, elle ressemblait à rien par rapport à Gustav Tsegay. Ouais, elle s'est fait déclasser, elle est partie avec au début, et ensuite elle a contrôlé aussi depuis l'avant ces deux contradictrices qui étaient juste derrière, dont Georgia Bell, et elle fait deuxième en 3,59,30.
Alors, Ryan Griffiths, je crois que tu es parti avec ouais, exactement. plus vite aussi. Exactement. Bilan très positif pour le camp helvétique. Est-ce que Phil Bundy a maintenant le torse bombé, Guillaume? Je sais pas pourquoi tu me parles tous les jours de Phil Bundy. De son torse. Je l'ai pas vu, donc sans commentaire. Comme hier. Pour ceux qui aiment les statistiques, la Suisse a de quoi être fière. Est 7e au tableau des médailles, 4e nation européenne, meilleur résultat de l'histoire des championnats. Les Helvètes qui ont gagné les 12e, 13e, 14e et 15e médailles de l'histoire en 20 ans d'édition de championnat du monde. Et de quoi faire en sorte que les dirigeants vont être d'autant plus convaincus de faire tout juste. Bon, voilà, c'est vrai que ça fait plaisir. On a des super athlètes, une super génération d'athlètes. Je sais pas à quelle place des tableaux des médailles d'Apeldoorn et de Nanjing se place la famille Kambundji, mais ils sont devant plusieurs pays, et c'est ce qu'on voit aussi avec la Norvège. La Norvège avec Sander Skotheim et Jacob Ingebrigtsen, ils rivalisent aussi dans ce genre de championnat avec la plupart des nations mondiales dans le cumul des médailles. Donc c'est beaucoup une question de talent et d'individu, en tout cas de mon point de vue. Ouais, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que l'année passée, 3 médailles au championnat du monde à Glasgow pour la Suisse, sans les Kambundji qui avaient fait l'impasse de la saison indoor. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur ces championnats du monde 2025, loin de chez nous? Non, pas grand-chose. La question du niveau, c'est vrai que le niveau, il était très variable, et les disciplines où c'était incroyable, comme sur le 60 mètres féminin, où je pense que cette finale était quasi d'un niveau inédit. Et puis après, c'est vrai qu'il y avait quand même des trous, notamment à la fin. Là, les relais de 4x400 mètres faisaient un peu mal au cœur, avec des immenses trous entre chaque pays, et des pays qui sont venus ramasser des médailles qui n'ont pas la valeur de médailles mondiales. C'était loin, c'était tard dans la saison, alors que la saison outdoor commence déjà dans moins d'un mois. Et il y avait des championnats d'Europe avant pour ce qui concerne les Européens. Donc pas facile de savoir ce qu'il faut faire. Il faudra demander à Sebco qui aura du temps pour l'athlétisme, vu qu'il a récolté que 9 voix sur les 100 de l'élection pour le président du Comité international olympique. Ouais, j'ai entendu des mauvaises langues dire que le fait qu'il ait vendu les championnats du monde dans des pays peu enthousiastes pour l'athlétisme n'a pas servi à son affaire personnelle. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu disais qu'il n'y avait pas de stade d'échauffement indoor, donc, mais par contre, on pouvait s'entraîner dehors parce qu'il faisait relativement chaud. Raconte-nous juste un peu ça encore. Bon, la première partie de cette affirmation, c'était une fausse information que je t'ai donnée. Il y avait une salle d'échauffement indoor, donc je me corrige là-dessus. Par contre, effectivement, il faisait plus de 20 degrés, voire nettement plus quand il y avait du soleil. Il y avait un stade de 400 mètres outdoor, et donc beaucoup d'athlètes se chauffaient en outdoor pour la compétition indoor qu'elle allait suivre dans des excellentes conditions. Ben voilà, merci beaucoup Guillaume, merci pour les photos, les reels, le suivi, les témoignages. Bon voyage retour. Merci à Kevin pour le gros boulot caché jour et nuit. Merci à tous ceux qui nous écoutent et nous aident à partager avec enthousiasme notre sport magnifique, je l'ai dit, comme art de vivre. L'excellence dans un monde en train de sortir de ses gonds à droite à gauche. Il faut qu'on se serre les coudes pour lutter ensemble contre le partage et l'excellence. Merci à toutes et à tous. Vive l'athlétisme. À bientôt, ici ou là. Ciao, ciao. Merci à toi. Ciao, ciao.